truc très très intéressant, c'est le microbiote. Et derrière, tu arrives à avoir des résultats. Avec ce panel d'analyse, ça me permet quand même d'avoir une très bonne idée de la situation et de savoir ce qu'il faut attaquer. En disant, bon, voilà, vous avez un leaky gut, allez, on va arrêter le gluten et vous donner de la glutamine. Ça, c'est un truc classique. Non, c'est beaucoup plus... Ça peut arriver que ça tombe pile, que ce soit ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on a un leaky gut, est-ce que c'est quelque chose où on est condamné à vie, si je puis dire, avec ce leaky gut? Pas du tout, pas du tout. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. C'est parti ici pour un nouvel épisode. On a Edgar qui vient dire bonjour au docteur Ballon-Perrin. Nouvelle façon de démarrer les épisodes. Aujourd'hui, on va parler du leaky gut, de l'intestin poreux ou de la paroi intestinale perméable. On en entend souvent parler et c'est vrai que beaucoup de personnes, j'entends autour de moi, viennent se dire que leurs symptômes viennent probablement de là, ou se disent oui, moi j'ai un leaky gut, je le sais, ou oui, mais moi j'ai l'intestin perméable. Et l'idée, c'est un petit peu savoir ce que ça veut dire concrètement et de comprendre s'il y a quelque chose à faire quand on sait qu'on a un intestin imperméable ou quand on se pose la question de savoir si on a un intestin perméable, un leaky gut. Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui le docteur Ballon-Perrin. Une fois de plus, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et donc, on va parler aujourd'hui un petit peu, qu'est-ce que c'est que la perméabilité intestinale vraiment, expliquer pourquoi c'est potentiellement le cœur de beaucoup de troubles digestifs ou autres troubles inexpliqués, comment est-ce qu'on la mesure ou pas, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Ok. Ça te va comme... C'est très bien. Donc, effectivement, c'est une question absolument fondamentale. D'abord, c'est fondamental en termes de santé. Et puis, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est fondamental parce que moi, je vois ça dans ma consultation tous les jours. Les gens arrivent en me disant, voilà, docteur, vous savez quoi, j'ai un problème de perméabilité intestinale ou j'ai un problème d'intolérance au gluten. Ce sont les deux termes qui ressortent tout le temps. Or, c'est pas du tout nécessairement le cas, ni l'un ni l'autre. Alors, pour parler de la perméabilité intestinale, donc en fait, ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale ou le leaky gut ou l'intestin hyperperméable, tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire quoi ? En fait, originellement, le terme leaky gut, ça veut dire l'intestin qui fuit. Et ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on a entre les cellules intestinales des espaces trop grands, des espaces qui normalement sont ce qu'on appelle les jonctions serrées, donc qui permettent que cette communication intercellulaire ne laisse passer que des molécules très petites. C'est plus le cas et ça laisse passer des molécules plus grosses et des choses qui ne devraient pas traverser, en tout cas sous cette forme-là, certainement. Et donc tout ça pour dire que ce sont des termes leaky gut, hyperperméabilité, qui sont finalement des termes qui veulent dire la même chose. Alors une question par contre qui est très importante et que pas grand monde ne se pose d'ailleurs, c'est est-ce qu'on parle d'hyperperméabilité au niveau de l'intestin grêle ou au niveau du côlon ? Ça, c'est effectivement fondamental. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut mesurer l'un et l'autre ou est-ce que c'est difficile à mesurer ? Voilà. Donc, donc c'est vraiment un passage de cette paroi intestinale ou cette paroi intestinale qui ne remplit pas son but. Quel est le but initial, on peut dire le but de la paroi intestinale et un petit peu comment est-ce qu'elle est... qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle puisse remplir son but ? Parce on va parler aussi du mucus intestinal. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce qu'est normalement la paroi intestinale ? Est-ce qu'elle est supposée... Voilà. Et c'est pour ça justement que j'ai fait cette distinction d'emblée entre l'intestin grêle et le côlon. Donc l'intestin grêle, pour rappel, c'est le petit intestin, comme on l'appelle aussi, qui contient le jéjunum et puis l'iléon, qui est cette première partie. La partie haute. Et la partie haute, si on veut. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans cette partie-là, quand il y a une hyperperméabilité, ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est un passage de molécules non digérées, parce qu'effectivement, tous les nutriments, à ce moment-là, vont être petit à petit dégradés par les enzymes digestives et sont en général absorbés au niveau du grêle.
C'est au niveau du côlon, on absorbe plus grand-chose à ce niveau-là. Ça se passe au niveau du grêle et de l'iléon. Et donc, il est un fait que si on a une hyperperméabilité intestinale, on va avoir un passage de fragments non digérés de ces aliments qui peuvent être potentiellement immunogènes. Donc, ils peuvent déclencher des réactions immunitaires à gauche et à droite. Et donc, on en reparlera avec les tests, justement. Quels tests permettent de voir quoi? On en parlera. Il y a des tests qui sont censés mesurer ce qu'on appelle les allergies alimentaires de type 3, donc ce qu'on appelle les IgG alimentaires. Ce sont des tests qui sont faits fréquemment par beaucoup de médecins et de thérapeutes, et qui en fait sont des tests dont il est parfois difficile de savoir si ça mesure la perméabilité ou si ça mesure le fait qu'on a une réaction immunitaire à un aliment. Alors je m'explique, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir beaucoup d'IgG alimentaires augmentés, perturbés, tout ça parce que simplement vous avez une hyperperméabilité intestinale et donc vous avez des fragments de ces différentes protéines qui traversent la paroi sans être tout à fait digérés. Le système immunitaire voit arriver ça, il s'est dit mais c'est quoi ça, c'est pas dans ma checklist. Il produit alors des anticorps et alors ces anticorps vont s'associer à cet antigène alimentaire, ce fragment d'aliment, et ils vont former un couple qu'on appelle d'ailleurs un couple circulant. C'est le complexe immun circulant pour être précis. Et alors ce complexe immun circulant, il va circuler, mais il ne va pas nécessairement générer de problème. Pour qu'il génère un problème, il faudrait qu'il y ait une similitude. Alors c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'élément, la séquence sur laquelle l'immunité a réagi, donc la séquence protéique sur laquelle notre immunité réagit, a produit des anticorps, eh bien qu'on retrouve quelque chose qui ressemble à cette séquence dans notre corps. Et à ce moment-là, le système immunitaire se trompe, il se dit « Ah, tiens, celui-là, je l'ai déjà vu, paf, je vais attaquer l'ennemi qui a pénétré l'intestin. » Et là, il se trompe, et ça peut déclencher des maladies auto-immunes inflammatoires. Et c'est pour ça que, tout ça pour dire que, de fait, quand on a des IgG alimentaires, ça peut vouloir dire éventuellement que ça va déclencher, et ça peut être lié à des problèmes inflammatoires chroniques, comme par exemple des infections ORL à répétition, des otites, des sinusites, ça peut être aussi des problèmes inflammatoires articulaires, musculaires, tendinomusculaires, etc. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on voit que des patients chez qui on supprime les produits laitiers, par exemple, ou les protéines de blé, vont se sentir mieux à ce niveau-là. Donc ça c'est. Mais par contre, pour en terminer avec ces IgG, le fait d'avoir des IgG élevés peut simplement être le fait que on va produire des anticorps contre un tas d'éléments qu'on mange et qui traversent la paroi sous forme non digérée, donc pas sous la forme sous laquelle notre immunité est censée les voir arriver, et donc ils vont être considérés alors comme des ennemis. Et en fait, on va pouvoir produire plein d'IgG contre tous les aliments qu'on mange, mais c'est pas pour ça qu'on réagit à ça. Mais par contre, quand on voit beaucoup d'IgG positifs à différents aliments, on peut alors se dire « Ah, il y a vraisemblablement un problème de leaky gut ». C'est un marqueur du leaky gut du grêle, en tout cas. Oui, parce qu'on entend souvent des personnes qui disent d'année en année, ils ont de plus en plus d'intolérance alimentaire. Et ça peut potentiellement être expliqué par... Exactement, et c'est pour ça que les allergologues, à ce niveau-là, à juste titre, parfois ça les énerve de voir des régimes extrêmement restrictifs, tout ça parce qu'on a vu beaucoup d'aliments positifs sur des IgG alimentaires, alors qu'en réalité, c'est simplement le signe d'une hyperperméabilité et que le traitement n'est pas du tout d'éliminer tous ces aliments, mais est plutôt d'essayer de rechercher ce qui a créé cette hyperperméabilité et de traiter ça. Donc là, c'est ça. Donc ça, c'était un peu la première partie de la réponse, qui était de dire à quoi sert la paroi intestinale. Et au niveau du grêle, c'est laisser passer uniquement ce qui devrait passer et ne pas laisser passer d'autres choses indésirables, notamment ici... des protéines, des fragments de protéines. Des fragments de protéines d'aliments qui vont du coup déclencher des réactions derrière. Est-ce qu'il y a... Et du coup, tu faisais la distinction entre le grêle et le côlon. Oui. Quel est l'intérêt de faire la distinction entre le grêle et le côlon quand on parle du rôle de la paroi intestinale? Parce que justement, d'abord au niveau des protéines alimentaires, c'est surtout, ça va surtout se passer au niveau du grêle. Puis là, on a ce qui se passe avec le microbiote. Et ça peut se passer, ça va plutôt théoriquement se passer au niveau du côlon.
pour la simple raison que normalement, on n'a pas beaucoup de bactéries dans le grêle et qu'on a un flux circulatoire dans le grêle qui est rapide. Et donc, les bactéries n'ont pas le temps de s'accrocher et d'interagir avec la paroi. Oui, de proliférer. Si tout va bien, de proliférer. Sauf en cas de SIBO, on va y revenir après. Mais donc, considérons qu'il n'y a pas de SIBO, donc, quand on parle d'interaction bactérienne, ça va plutôt se passer au niveau du côlon, parce qu'effectivement, là que se trouvent les bactéries en grand nombre. Et raison pour laquelle, précisément, on a cette double couche de mucus avec un mucus épais qui évite qu'on ait notre système immunitaire qui soit inondé par des messages bactériens éventuellement pro-inflammatoires. Parce qu'il faut savoir que, de toute façon, au niveau de la paroi intestinale, on a des zones d'échange. Quand on disait, tiens, il ne faut pas croire que c'est une imperméabilité absolue. Il y a des zones d'échange, donc il faut que le système immunitaire puisse être éduqué par le microbiote. Et donc, il y a ce qu'on appelle les cellules M. Donc, ce sont des endroits de passage. Donc, les bactéries traversent à cet endroit-là et vont venir au niveau du système immunitaire leur dire, ben voilà, coucou, on est là. Et donc, fonction du type de bactéries, ce sont soit des bactéries qui vont envoyer un message à l'immunité en disant « Oh, écoute, ici tout va bien, on contrôle la situation », ce sont des bactéries, on va dire, qui envoient un signal anti-inflammatoire. Et à l'inverse, d'autres bactéries qui sont plutôt pro-inflammatoires et qui, en petite quantité, ne sont pas inintéressantes parce qu'elles sont responsables de ce qu'on pourrait appeler la veille immunitaire. Donc, on est un petit peu comme ça en état de veille. Par contre, si on a leaky gut, justement, du côlon, et qu'on a une destruction du mucus, de ce fameux mucus qui protège la paroi, eh bien, on peut avoir alors, et que de surcroît, associé à ça, on a un excès de bactéries pro-inflammatoires, on va avoir un afflux de ces bactéries pro-inflammatoires qui vont se ruer sur le système immunitaire, qui vont envoyer un message, on s'enflamme, et alors ça va générer une inflammation. D'où l'intérêt, bien entendu, de mesurer l'état du microbiote. Parce que quand on parle de la perméabilité, bien souvent, on va dire « Ah oui, je suspecte que vous avez un leaky gut et je vais vous donner de la glutamine ». Ça, c'est un truc classique. Pas nécessairement, du tout. Si vous avez un leaky gut parce que vous avez des patients, un leaky gut colique, parce que on est dans une situation où il n'y a pas assez de bonnes bactéries de protection et trop de bactéries pro-inflammatoires, ça ne sert juste à rien de donner de la glutamine. C'était un peu la question que je voulais poser, c'était la perméabilité, c'est pas juste le fait de laisser passer, c'est aussi quelque chose qu'on laisse passer en excès parce qu'il y a un déséquilibre au niveau des bactéries. Exact. Et donc, ce qui va créer, parce que finalement, ce dont je parle au niveau des protéines, c'est pas les protéines qui vont le générer, à part dans ce qu'on appelle l'allergie au gluten. Parce que l'intolérance au gluten, j'ai beaucoup de patients qui me parlent d'intolérance au gluten, ça n'existe pas, il n'y a pas d'intolérance au gluten. Il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au blé, pour différentes raisons, soit parce qu'ils sont intolérants à la lectine du blé, justement, quand ils ont un problème de protection de la muqueuse, soit parce qu'ils sont intolérants aux grosses quantités de carbohydrates du blé, parce qu'ils ont une candidose, parce qu'ils ont un cibométhane, parce que c'est ça. Ou alors ils sont allergiques au gluten. Mais intolérant au gluten, ça n'existe pas. Ouais. Allergique, c'est les cœliaques, et ça a une petite alors, un petit pourcentage. Il y a différents types. Donc, il y a les cœliaques, donc ça, c'est une chose, mais il y a quand même des gens qui ont une réaction immunitaire au gluten sans être cœliaques, qui manifestement posent des problèmes. Je vois ça avec des gens qui n'ont pas de sérologie cœliaque, mais quand même un certain degré d'anticorps contre le gluten qui n'étaient pas bons et qui sont mieux en évitant le gluten. Donc, je crois qu'il y a effectivement, entre cœliaque et rien du tout, il y a une situation intermédiaire. Mais de toute façon, on est dans des cas d'allergie au gluten. C'est une allergie mineure ou majeure, mais... D'ailleurs, on a fait tout un épisode là-dessus, pour ceux qui veulent le retrouver sur la chaîne. On explique pendant 1 heure les différents types d'allergies. Voilà. Donc, OK. Donc, tout ça pour dire qu'à part le gluten, ce ne sont pas les protéines alimentaires qui vont générer le leaky gut. Elles vont justement... Le problème, c'est qu'elles vont être présentées au système immunitaire différentes à cause du leaky gut. Mais ce qui va générer le leaky gut, c'est l'état du microbiote, soit parce que, comme je disais, dans le côlon, il n'y a pas assez de bonnes bactéries de protection et trop de bactéries pro-inflammatoires, soit parce que dans le grêle, vous avez une prolifération excessive, donc le fameux SIBO, qui est le Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc un excès de prolifération de bactéries dans l'intestin grêle.
Mais ce n'est pas qu'un excès de prolifération de bactéries, c'est aussi une dysbiose. Donc on constate que, il y a des études récentes justement qui ont montré ça, que en fait, il y a une prolifération de bactéries, mais il y a aussi beaucoup de bactéries pro-inflammatoires. Des Klebsiella, des Enterobactères, des Escherichia coli, enfin toutes des bactéries très inflammatoires qui sont de toute façon présentes dans l'intestin grêle, mais en faible quantité. Mais s'il y a une stagnation, une prolifération, elles vont avoir accès à la paroi, d'autant plus que dans le grêle, on n'a pas cette fameuse double couche de mucus qui protège, et donc elles vont avoir accès au système immunitaire et créer de l'inflammation. Donc là, évidemment, c'est problématique. Pour ceux qui veulent faire leur analyse du microbiote ou savoir s'ils ont une candidose ou connaître leur production de cortisol, vous pouvez réaliser des analyses directement depuis chez vous. On vous met le lien en description pour répondre au questionnaire qui va vous mener justement à la page où vous pouvez commander vos analyses, à réaliser depuis chez vous, à renvoyer dans un laboratoire certifié. Et derrière, vous recevrez un rapport qui va vous expliquer justement quel est l'état de votre microbiote, est-ce que vous avez une candidose, quel est l'état de votre production de cortisol, et vous donner des pistes concrètes pour agir dessus. Donc voilà, je vous mets le lien en description de l'épisode et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par téléphone ou par mail sur les analyses. Mais il y a un peu deux questions par rapport à ça. On dit souvent que la composition, du coup, vu qu'elles ne sont pas supposées être dans le grêle, comment est-ce qu'on les identifie? Est-ce que c'est les mêmes bactéries qu'on retrouve dans le côlon? Est-ce que c'est un peu la même chose qu'on va retrouver à ces deux endroits-là? Et aussi, comment ça se fait qu'elles se retrouvent là si elles sont supposées passer rapidement? Donc, il y a l'idée que la paroi n'est pas suffisamment épaisse, parce que de base, elle ne l'est pas là. Donc, c'est moins une question de dégradation de la paroi dans la partie haute. La dégradation de la paroi, c'est plutôt ce qui va se passer dans le côlon. Mais comment est-ce que le problème survient alors en cette partie haute si elles sont supposées en fait juste passer rapidement? Pourquoi est-ce qu'elles ne passent pas rapidement? Voilà. C'est un peu ça la question. Et effectivement, c'est la bonne question. Alors, il y a je vais donner les quatre causes principales. La première, c'est que l'on va développer des anticorps qui attaquent le complexe moteur de l'intestin grêle. Et ça va arriver dans certains cas après une intoxication alimentaire. Ce sont des gens qui ont des SIBO post-infectieux, qu'on appelle ça. Donc, c'est une cause assez fréquente. Une deuxième cause, c'est plutôt lié au système neurovégétatif. Donc, c'est un petit peu psychosomatique. C'est-à-dire que le psychique influence la motricité. Une troisième cause, c'est un manque de production biliaire, qui peut d'ailleurs être lié aussi au système nerveux, parenthèse. Et une quatrième cause, ce sont des causes chirurgicales. Par exemple, des gens qui ont été opérés du ventre. Et puis, il y a des adhérences, des brides qui fait que l'intestin ne bouge pas correctement. Ça, c'est, je dirais, 4 causes importantes. On peut encore rajouter à ce moment-là d'autres causes comme l'hypothyroïdie, par exemple. Les gens qui ont une hypothyroïdie qui n'est pas mise en évidence, ça peut ralentir cette motricité. Puis il y a toutes des maladies neurologiques, mais on ne va pas entrer dans tout ça. C'est une question de motricité, quoi. Mais c'est une question de motricité. Ça, c'est évident. Et donc, problème de motricité, stagnation de bactéries, prolifération de bactéries et de bactéries problématiques qui se retrouvent en contact avec la paroi intestinale et avec l'immunité intestinale beaucoup trop facilement parce que justement, comme je disais, on a aussi on produit il y a des bactéries qui vont attaquer la paroi intestinale et qui vont favoriser justement l'accès au système immunitaire. Et donc, tout ça va générer effectivement un état, une pagaille inflammatoire. Et donc, le passage de protéines potentiellement immunogènes, la production de cytokines inflammatoires. Et c'est pas pour rien que justement dans le SIBO, à cause de ce leaky gut, parce qu'on a prolifération de bactéries, leaky gut associé, pas toujours, mais souvent. Et à cause de ce leaky gut associé, on va retrouver des gens qui ont un tas de symptômes différents que des symptômes digestifs. Donc, par exemple, des symptômes inflammatoires, articulaires, des symptômes cutanés, des symptômes psychiques, etc. Oui, du coup, ça a une réelle... c'est une question que j'avais un peu plus tard, mais ça, le fait d'avoir un leaky gut ou une perméabilité intestinale, ce n'est pas que des problèmes digestifs. Vu qu'à partir du moment où ça sort de l'intestin, ça part dans le reste du corps. Comment ça se passe, en fait, ce passage? Comment ça se fait que
voilà, une personne qui a une inflammation au niveau des tendons à la main, ben ça peut être. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ça peut être lié à ce qui se passe au niveau de l'intestin? Alors, donc, pour ce qui est des peptides, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que le système immunitaire se trompe et reconnaît ce qu'on appelle un déterminant antigénique tissulaire sur un de nos tissus et va le prendre pour l'ennemi, finalement, contre lequel il a réagi, qui lui est d'origine intestinale. Et donc, il va se retourner contre lui, il va recruter tout l'arsenal inflammatoire et développer une inflammation à cet endroit-là. Et tant qu'on continue à manger le même aliment et que le leaky gut est présent, eh bien, ce système est auto-entretenu. Ça, c'est une chose. Et donc, il faut effectivement éviter l'aliment en question et puis améliorer l'état de la paroi intestinale. Et puis alors, il y a un autre mécanisme d'action, c'est plutôt des cytokines inflammatoires. C'est-à-dire que quand on a, et ça c'est par exemple le cas au niveau du côlon, mais aussi au niveau du grêle en cas de SIBO, mais au niveau du côlon, si on a effectivement un excès de bactéries pro-inflammatoires et une insuffisance de bactéries de protection, d'où l'intérêt de ces analyses du microbiote, qui permettent vraiment d'évaluer cette situation, eh bien, on va avoir à ce moment-là une production de cytokines inflammatoires. Et ces cytokines inflammatoires vont migrer et vont pouvoir générer des inflammations à gauche et à droite. Tout comme on a les fameuses LPS qui peuvent traverser, qui peuvent générer des... C'est quoi les LPS? Les LPS. Alors les LPS, on l'utilise d'ailleurs comme marqueur de la perméabilité. Donc les LPS, ce sont des lipopolysaccharides. Donc c'est de la LPS, ce sont des lipopolysaccharides. Donc c'est un type de sucre de membrane qui se trouve sur les membranes de certaines bactéries, gram-négatives, qui sont des bactéries pro-inflammatoires. Et ces LPS vont pouvoir traverser la paroi intestinale, d'autant plus s'il y a un leaky gut, et d'autant plus s'il y a beaucoup de bactéries qui contiennent des LPS à leur surface, évidemment. Il y a deux éléments dans l'équation, si vous voulez. Et à ce moment-là, ces LPS vont traverser la paroi, elles vont être transportées, donc elles vont être fixées à un transporteur, qu'on appelle la LBP, c'est ça qu'on dose d'ailleurs dans la prise de sang, et elles vont migrer comme ça, et elles vont pouvoir aller au niveau cérébral, au niveau enfin à tous les niveaux dans l'organisme, et sont responsables de cette inflammation de bas grade, ce qui est très très reconnu au départ. Ça a été surtout étudié dans ce qui est métabolique, dont l'insulinorésistance, le diabète, l'obésité. Et on sait qu'elles vont être responsables justement de l'insulinorésistance et de ce fait de favoriser le surpoids, favoriser le diabète. Et elles vont aussi favoriser l'inflammation du foie, la stéatose et puis l'état inflammatoire, la NASH comme on appelle ça. Mais elles ont un impact à différents niveaux, ces LPS. Donc en fait, ces LPS sont intéressantes parce qu'elles sont à la fois marqueurs de l'état du microbiote, du leaky gut, et puis un marqueur d'un impact inflammatoire de l'intestin. On parlera des marqueurs juste un peu plus tard, mais pour revenir du coup à cet équilibre des bactéries de protection et d'inflammation, parce que tu dis que justement que ce sont ces bactéries pro-inflammatoires qui vont permettre qui vont créer ces cytokines qui vont aller se balader dans le corps. Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui va abîmer cette paroi intestinale? Parce que quand on parle de bactéries pro-inflammatoires, si je comprends bien, il y a deux gros problèmes. Le problème, c'est la libération de ces cytokines, mais il y a aussi le fait qu'elles vont détruire le mucus, comme tu le disais. Donc, en fait, elles vont créer le leaky gut et puis elles vont être le problème du leaky gut. Elles vont un double rôle c'est négatif. Pour ça, et c'est tout l'intérêt de cette analyse du microbiote, c'est que ça permet aussi d'identifier les bactéries qui détruisent le mucus. Parce que il y a les bactéries, ce qu'on appelle les bactéries qui produisent du soufre, ce sont des bactéries qui sont impliquées dans ce qu'on appelle le ISO, qui est le Intestinal Sulfide Overgrowth, qui est un type c'est ce qu'on appelait le SIBO-H2S à l'époque, et qui va associer éventuellement un problème de fermentation, mais aussi ça va détruire le mucus. C'est très inflammatoire. On sait que les fusobactériums, par exemple, vont détruire le mucus. On a les Dorea, qui est une bactérie qui va détruire le mucus. Donc, on peut identifier un tas de bactéries. On s'est dit, là, ce sont des bactéries qui détruisent, qui grignotent le mucus. Il y a même certaines bonnes bactéries
comme la Akkermansia mucinifila. Quand elle est en bonne quantité, on sait que c'est très, très bénéfique au niveau de la prévention diabète, obésité et au niveau de la paroi intestinale, parce que ce sont des bactéries qui vont pouvoir améliorer les jonctions serrées au niveau intestinal, au niveau du côlon en particulier. Mais si c'est en excès, elles mangent le mucus. Et donc, elles peuvent dégrader le mucus excessivement. Ah oui, donc c'est pour ça que d'où l'intérêt de savoir si c'est intéressant d'en prendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compléments alimentaires aussi pour justement cette bactérie-là. Il y a eu pas mal de choses à ce niveau-là. Mais c'est intéressant de ne pas en avoir en excès. Après, est-ce que ça en tout cas, voilà, c'est intéressant de savoir si on en a en excès ou pas, quelle est la situation. Maintenant, concernant ces fameux compléments, c'est un peu différent parce que ce sont des Akkermansia morts. Et donc, ça veut dire que ils vont pas manger le mucus. Ils sont là. Ce qui est juste intéressant pour eux, c'est les protéines de surface qui ont cet impact sur les jonctions serrées. Oui, c'est ce qu'ils vont créer en fait. Ils vont avoir un impact immunitaire, mais ils ne vont pas commencer à manger du mucus parce qu'ils sont morts. Donc quand on est mort, on mange rien. Ça, c'est une question que j'ai souvent. On dit je comprends pas les probiotiques, par exemple. Je comprends pas comment ça peut fonctionner quand on les vend et qu'ils sont pas en frigo. Ça peut pas être vivant. Et du coup, il y a souvent un grand questionnement autour de mais est-ce que ça doit être vivant? Est-ce que ce sont des bactéries? Comment est-ce que ça apparemment ça sert à rien parce que quand on en prend, ça c'est complètement dégradé avant d'arriver dans le côlon. Voilà, est-ce que tu peux remettre un peu aider à clarifier un petit peu les choses? C'était pas dans mes questions que je voulais aborder, mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle de bactéries mortes, quel est l'intérêt d'avoir des bactéries mortes? Est-ce qu'il y a c'est mieux d'avoir des bactéries vivantes, des bactéries mortes? Comment ça se passe généralement? Voilà, donc un certain nombre effectivement, de probiotiques n'ont pas un enrobage. Les bactéries n'ont pas un enrobage qui leur permet de résister surtout à l'acidité gastrique et à la bile. C'est ça qui va les tuer, essentiellement. Mais néanmoins, elles agissent parce qu'elles ont justement à leur surface ces fameux déterminants de surface qui vont agir sur le système immunitaire et qui vont justement diminuer l'inflammation. Mais elles ne vont pas coloniser, c'est-à-dire qu'elles vont pas, on ne dit pas tiens voilà, on te jette 100 bactéries dans le côlon et puis petit à petit elles vont devenir 1000 et puis 10 000 et puis 100 000. Elles vont pas se multiplier parce que les bactéries ça se multiplie hyper vite en fait. Mais là elles vont pas se multiplier. Donc elles ont un effet de passage, purement de passage, mais elles ont un effet quand même. Et puis alors il y a des bactéries qui elles ont justement maintenant, il y a des firmes qui vendent des compléments avec des systèmes d'enrobage beaucoup plus sophistiqués qui permet que ça se libère justement quand on arrive au niveau du côlon. Et donc, à ce moment-là, il y a des études qui ont montré, par exemple, plus particulièrement, il y a un type de produit qui a été fait avec des études publiées dans des revues scientifiques sérieuses qui ont montré qu'effectivement, il y avait 100 fois plus de bactéries qui arrivaient vivantes dans le côlon avec ce type d'enrobage. Alors maintenant, est-ce qu'il faut les mettre au frigo, pas au frigo? Est-ce qu'il faut les prendre avant les repas, pendant les repas, après les repas? Alors, l'histoire d'au frigo, pas au frigo, justement, ça dépend du type d'enrobage. Il y en a qui ne doivent pas être mis au frigo et d'autres qui doivent l'être. Il faut bien regarder sur la boîte la date de validité. Alors, les gens sérieux ont une date de validité où on a encore 100% d'activité à la fin de la période de validité. Les gens moins sérieux, ce n'est pas le cas. Et alors, est-ce qu'il faut prendre ça avant, pendant les repas? En fait, ça dépend. Si c'est bien enrobé, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Si par contre, ça n'est pas un enrobage spécifique, si on les prend avant les repas, elles vont plutôt être détruites par l'acidité gastrique. Si on les prend pendant les repas, elles seront moins détruites par l'acidité gastrique, vu qu'il y aura moins d'acidité gastrique, mais elles seront plus détruites par la bile. Donc, il faut choisir. Mais les études montrent qu'il y en a quand même qui arrivent au bout. Il y en a bien sûr, il y en a quand même un pourcentage qui arrive au bout. C'est ça. C'est certain. Et comment est-ce qu'on les garde en vie, du coup, parce que tu dis que du coup, sur les probiotiques, ça arrive vivantes. Comment est-ce qu'on les garde en vie si elles ne sont pas au frigo, par exemple? Ou comment on garde des bactéries on les garde en vie en leur donnant à manger. Et c'est pour ça qu'en général, dans les compléments de probiotiques, il y a un petit peu de FOS, on appelle ça fructo-oligosaccharides, dont se nourrissent ces bactéries. Donc on leur donne on met un peu de fibres, si vous voulez, dans la gélule, qui permet de nourrir les bactéries. Donc les fibres nourrissent les bonnes bactéries. Exactement. Donc les fibres nourrissent les bonnes bactéries. C'est pour ça qu'on entend toujours de manger des fibres pour nourrir notre microbiote. Voilà, exactement.
Ok. Ouais. Et ok, c'était une petite parenthèse sur les probiotiques, mais tu parlais du coup du fait de la dégradation du mucus en fait, qui est, j'imagine, la cause primaire de ce leaky gut, cette perméabilité intestinale. Ça va être la dégradation du mucus. Qu'est-ce qui aujourd'hui fragilise notre mucus? Quels sont un peu les différents facteurs? On a parlé de ces bactéries qui vont le dégrader, mais déjà comment est-ce qu'on arrive là? Et oui, quels sont les différents facteurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses que juste ces bactéries-là aussi qui détruisent le mucus? Peut-être une double question. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça? Alors, on arrive à ça, il y a plusieurs choses à dire. Donc, d'abord, au niveau des bactéries elles-mêmes, il y a certains types de régimes qui vont favoriser la croissance de certains types de bactéries. Donc, c'est sûr que si on ne mange pas assez de fibres, par exemple, et qu'on mange beaucoup de viande, eh bien, on va favoriser des protéobactéries, des bactéries qui produisent du soufre, etc., parce que ce sont des bactéries qui se nourrissent de ça. Et comme on n'a pas mangé assez de fibres, on n'a pas assez nourri les autres bactéries, et c'est la guerre entre eux là-dedans. Hein. Donc, c'est une compétition entre bactéries. Donc, c'est une compétition pour avoir l'espace, c'est une compétition pour les nutriments, et puis ils produisent des bactériocines et des substances où ils se tuent l'un l'autre. C'est presque Star Wars. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de ça. Et donc, à partir du moment où on favorise plutôt la croissance des unes et pas des autres, eh bien, ça peut créer des déséquilibres. Ça, c'est déjà une chose. Et puis alors, il peut y avoir des accidents. On va dire, par exemple, une antibiothérapie peut détruire un tas de certaines bonnes bactéries et d'autres vont pouvoir prendre le pouvoir. Des immunothérapies, des corticoïdes. Le stress. Et alors, aussi. Voilà. Et puis alors, le stress, justement. Et ça, un élément important, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure, parce que ça, c'est l'inflammation créée par l'intérieur. Donc, si vous voulez, vous avez la paroi. C'est comme si on avait la paroi. D'un côté de la paroi, on a le microbiote. Ces bactéries qui se tuent entre elles pour le pouvoir. Et de l'autre côté de la paroi, le système immunitaire. Avec ces bactéries qui vont justement communiquer avec ce système immunitaire. Et c'est pour ça qu'il faut justement qu'il n'y ait pas d'invasion de mauvaises bactéries pour ne pas que ça mette le feu au système immunitaire. Et bien, si on prend de l'autre côté de la paroi, il peut aussi être influencé par l'intérieur, par le système nerveux. C'est-à-dire qu'on sait que le système nerveux va produire différentes substances en cas de stress, je vous passe les détails sur les noms, mais qui vont aller directement elles-mêmes activer des cellules du système immunitaire, en l'occurrence les mastocytes, et ces mastocytes vont produire des cytokines inflammatoires. Et donc, on va générer une inflammation au niveau de l'intestin. C'est même cytokines qui peuvent être générées de l'intérieur? Ah, exactement. Donc, autant on a ces cytokines qui vont être générées par le fait que certaines bactéries vont envoyer un message au système immunitaire et qui, lui, va générer ces cytokines inflammatoires, et bien, ces cytokines inflammatoires peuvent être générées directement par le système nerveux via ces cellules du système immunitaire, en l'occurrence les mastocytes et certains macrophages aussi, d'ailleurs, qui vont produire ça. Ça, c'est une chose. Et puis, une deuxième chose, c'est que justement, le cortisol, quand on est stressé, on peut avoir cette fameuse phase, pour ceux qui ont suivi les fameuses phases du cycle du cortisol et les fameuses phases du stress. Eh bien, quand on est plutôt dans la phase hypercorticisme, dans cette phase de stress où on a une tendance à avoir une hyperproduction de cortisol, eh bien, ce cortisol va avoir un impact sur les cellules productrices de mucus. Et donc, ça va diminuer à la fois la quantité de mucus produit et aussi la qualité. Donc, on va avoir un mucus qui contient moins de ce qu'on appelle les MUC2, des choses comme ça. Enfin bref, c'est un mucus qui est beaucoup moins résistant. Par exemple, à la bile ou moins résistant à des éléments agressifs. Et là, on se retrouve devant le problème suivant, c'est que on parlait du microbiote qui va pouvoir altérer la perméabilité, vu que c'est le sujet. Mais si on a, via le stress, une quantité de mucus inférieure, eh bien, on a bien sûr certaines bactéries qui peuvent venir stimuler l'inflammation, mais pas que. On a aussi certaines substances alimentaires. Par exemple, les lectines du blé. Justement, on en parlait des gens qui disent « Ah, je mange plus de blé, je me sens mieux. C'est parce que j'ai une intolérance au gluten. » Mais en fait, pratiquement, oui. En mangeant plus de blé, on se sent mieux. Mais techniquement, c'est parce que ce sont les lectines qu'on trouve dans le blé qui sont des substances
qui vont interagir avec la muqueuse intestinale à partir du moment où celle-ci n'est plus protégée par le mucus et qui peuvent enflammer la paroi. De la même manière qu'on peut avoir les tanins du vin rouge qui peuvent enflammer la paroi, qu'on peut avoir la bile quand on mange gras qui peut enflammer la paroi, qu'on a les piments qui vont enflammer la paroi. Et donc, c'est certain que quand on a une paroi qui n'est plus protégée, on va développer un tas de, entre guillemets, intolérances alimentaires multiples, parce qu'il y a un tas de choses auxquelles on va surréagir, et normalement, on ne devrait pas y réagir si on avait une bonne protection de la paroi. Ça. Oui, et donc là, on voit bien un peu le double enjeu, ou les deux moyens d'action pour venir abîmer cette paroi via l'intérieur des bactéries, via le stress extérieur. Et ça, du coup, qu'est-ce que ça va générer? Donc, on a parlé un petit peu de ces personnes qui avaient l'inflammation, le problème inflammatoire à distance, mais au niveau vraiment purement digestif. En fait, est-ce qu'il y a certains symptômes particuliers au niveau digestif, ou est-ce que ça peut être tout type de symptômes digestifs qui sont générés par cette perméabilité intestinale, ce leaky gut? Et là où je veux en venir aussi, c'est que j'imagine que là, on va aussi retrouver et l'impact intérieur et l'impact extérieur de la digestion et du stress, ce fameux axe intestin-cerveau un petit peu. C'est ça. Et donc, en fait, la question est intéressante parce que il y a un tas de symptômes qui ne sont pas spécialement liés au leaky gut. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir les symptômes digestifs sans avoir de leaky gut. On peut avoir une interaction par rapport au microbiote sur le système nerveux sans avoir de leaky gut. On peut avoir, je dirais, ces symptômes-là sans avoir de leaky gut. On peut avoir des symptômes liés à une prolifération de candidats, par exemple, dans l'intestin, sans avoir de leaky gut. C'est pas parce qu'on a une prolifération de candidats qu'on a un leaky gut nécessairement. Ça, je l'ai vu plein de fois. Mais par contre, ces candidats peuvent produire des toxines qui ont un impact neurologique. Ces candidats peuvent effectivement, il y a des bêta-glucans du candidat qui vont traverser, comme il y a des LPS de certaines bactéries qui vont traverser, et ces bêta-glucans vont se mettre sur des mastocytes et créer une libération d'histamine et avoir des symptômes histaminiques. C'est ce qu'on appelle le SAMA, ça peut faire partie d'une des causes, il y en a d'autres. Et donc ça, ce sont des symptômes qui peuvent être présents sans avoir de leaky gut. Et c'est là où il y a une confusion, parce qu'on se dit, hop, paf, j'ai des symptômes digestifs, j'ai des symptômes neurologiques, j'ai des symptômes de type histaminique, et j'ai d'office un leaky gut. Pas nécessairement. Alors, ce qui va faire penser qu'on a un leaky gut, c'est effectivement quand même la présence de symptômes à distance, de symptômes inflammatoires, qui soient ostéo-articulaires, tendineux, ORL, cutanés, etc. Ça, c'était la fatigue aussi, bien sûr, même si certains, comme je disais, ces symptômes peuvent arriver sans leaky gut. Mais c'est vrai que si on a associé aux symptômes digestifs des symptômes inflammatoires à distance, ça fera plutôt penser à un leaky gut. Et quand on parle du coup de côlon irritable, par exemple, pour prendre un peu de nouveau un peu quelque chose pour lequel il y a plein de symptômes possibles qui sont pas toujours, parfois reliés à côlon irritable, parfois pas. On a fait une vidéo explicative là-dessus. On a parlé aussi beaucoup de l'aspect nerveux. Est-ce que ce sont vraiment les mêmes mécanismes en jeu ici que la perméabilité intestinale? Est-ce qu'on a d'office une perméabilité intestinale quand on a le syndrome du côlon irritable? Et inversement, si on a une perméabilité intestinale, est-ce qu'on a d'office un côlon irritable aussi? Voilà. Alors, on peut avoir un côlon irritable sans avoir de leaky gut, mais on peut très bien avoir les deux. C'est-à-dire que bien souvent, justement, une cause assez fréquente du côlon irritable, c'est le SIBO, précisément. D'après certaines études, ce serait quand même 60% des côlons irritables. Et c'est vrai que le SIBO est un facteur de risque important d'avoir un leaky gut. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a une muqueuse du grêle qui est pas du tout, qui n'a pas cette fameuse double couche de mucus protecteur, donc on va être beaucoup plus exposé aux des bactéries pro-inflammatoires. On va beaucoup plus être exposé à un passage de protéines non digérées, donc on est beaucoup plus exposé dans ce cas-là. Donc tout ça pour dire que de fait, le SIBO étant une cause fréquente de côlon irritable
et générant un leaky gut beaucoup plus facilement, il y a cette association. Mais on peut très bien aussi avoir un côlon irritable sans avoir de leaky gut nécessairement. Les deux sont possibles. C'est ça. Oui. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu à ce SIBO, et c'est un peu une question que je voulais poser tout à l'heure, c'est on se rend compte que c'est une prolifération de bactéries du coup dans la partie plus haute de l'intestin, et on parlait du coup de l'intérêt de faire son microbiote pour savoir quelles bactéries on a et pouvoir agir dessus. Mais dans la partie haute de l'intestin, est-ce qu'on sait voir les bactéries de la partie haute de l'intestin dans une analyse du microbiote, vu qu'a priori c'est plutôt la partie basse de l'intestin qu'on regarde à ce niveau-là? Donc effectivement, l'analyse du microbiote, c'est le microbiote fécal, et le microbiote fécal est le reflet de ce qui se passe dans le côlon. Et de toute façon, ça tombe bien parce qu'en général, les bactéries, c'est dans le côlon qu'elles se trouvent. Donc il y a une logique avec tout ça. Et des milliers et des milliers d'études plus tard, ça semble une évidence. Maintenant, on a effectivement identifié aussi que les bactéries, la population du grêle n'est pas la même, surtout dans le haut. Dans le bas, ça commence à ressembler plus, mais dans le haut, c'est différent. Et effectivement, c'est une population étonnamment qui est assez riche en bactéries plutôt pro-inflammatoires, mais heureusement, il n'y en a pas trop. Enfin, et ça passe assez vite. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce sont des études ces dernières années qui ont montré qu'il y a une corrélation extraordinaire entre une quantité de bactéries productrices d'H2S dans le côlon et la quantité de bactéries productrices d'H2S dans le grêle. Pareil pour le méthane. Donc en fait, ce qu'on appelle les 2/3 des SIBO, enfin, si on prend peut-être pas en quantité, mais 2 SIBO sur 3, on va dire, les SIBO méthane et les SIBO H2S, on a une parfaite corrélation entre ce qu'il y a dans le grêle et ce qu'il y a dans le côlon. Pour le SIBO hydrogène, c'est un peu plus complexe. Maintenant, on peut quand même avoir des indices, mais ça n'est pas aussi evidence-based que pour ce qui est du SIBO, H2S et méthane. C'est ça. Oui, parce que du coup, maintenant, j'ai envie de venir un petit peu sur les différents marqueurs. Comment est-ce qu'on mesure cette perméabilité intestinale? Là, on est en train de parler de l'analyse du microbiote. Du coup, super intéressante pour comprendre cet équilibre des bactéries. On peut peut-être rentrer un petit peu là-dedans. Mais aussi, quel est l'avantage? Donc, quand tu parles d'une étude qui a été faite entre les bactéries qu'on retrouve dans le grêle et les bactéries qu'on retrouve dans le microbiote, enfin, dans le côlon, du coup, via l'analyse du microbiote, comment est-ce qu'on identifie les bactéries du grêle? Maintenant, on se rend compte qu'on sait les voir dans le microbiote, mais avec quelle analyse est-ce qu'on a comparé Alors, à l'époque, ce qui a permis de comparer, c'était de faire des gastroscopies, jéjunoscopies, donc ils entrent avec un tube jusque dans ce qu'ils appellent the last point accessible, c'est-à-dire pas jusqu'au bout. Et là, à différents étages, ils ont mesuré. Ça, c'est une technique. Une autre technique, c'est qu'on avale des billes qui se remplissent de liquide à différents stades du tube digestif, et ça permet de voir ce qu'on récolte. À ce niveau-là. Donc, c'est ça qui a permis un peu d'identifier l'un et l'autre. Alors, oui, les marqueurs. Tu parlais des marqueurs. C'est ça. Maintenant, oui, mais là, c'était plutôt vu qu'on arrive dans la partie mesure, j'avais une question, comment est-ce qu'ils ont fait cette étude. Mais maintenant, oui, les marqueurs. Quels sont un peu les marqueurs de la perméabilité intestinale? Parce que j'en entends beaucoup de personnes nous demandent, ah oui, est-ce que vous faites ce marqueur-là? Il y en a qui ont des intérêts relatifs ou différents. L'idée, c'est de débroussailler un petit peu les différents marqueurs. On reterminera peut-être par le microbiote intestinal, mais quels sont les marqueurs et que toi, tu vas utiliser aussi dans ta pratique? Donc, au niveau de ce qui est disponible, si je puis dire, au niveau des laboratoires dans le commerce, il y a vraiment 3 marqueurs. Et il se fait qu'en discutant avec des chercheurs sur le microbiote, ils utilisent même parfois encore autre chose. Ils utilisent des molécules marquées pour voir voilà ce qui passe. Mais bon. Mais disons qu'il y a 3 marqueurs. Alors, il y a le marqueur qui, quelque part, est un marqueur plus ancien qui était un peu abandonné, mais qui finalement était pas mal. C'était le test qu'on appelait le test lactitol-mannitol. C'est-à-dire c'est un test où on avale un liquide dans lequel il y a 2 types de sucre. Il y en a un où ce sont des toutes petites molécules donc qui traversent les jonctions serrées et l'autre des plus grosses qui ne traversent pas. Et puis après, on mesure dans l'urine lesquels sont passés. Et on fait un rapport entre les deux.
Et en fait, ça veut dire que s'il y a un leaky gut, on va avoir beaucoup de grosses molécules qui sont passées. Le rapport entre les grosses et les petites sera différent. Ça, c'est un rapport, ça a été un petit peu, ça a perdu de vue parce que c'est un test plus compliqué, il faut avaler quelque chose, collecter des... Enfin bon, c'est plus fastidieux. Et donc, il y a 2 autres tests qui ont pris un peu le relais. Alors, d'une part, un test sur lequel on avait mis beaucoup d'espoir à l'époque, c'était la zonuline. Et donc, la zonuline, c'est une substance qui est produite par les entérocytes, donc pas les colonocytes, donc c'est-à-dire les cellules du grêle. Donc, de nouveau, ça, c'est plutôt pour mesurer le leaky gut du grêle plutôt que le leaky gut du côlon, et qui favorise les jonctions serrées. Donc, justement, qui permet de serrer les jonctions entre les cellules intestinales pour éviter cette hyperperméabilité. Il s'avère que c'est un dosage pas évident, et donc c'est quelque chose d'intéressant, mais qui est vraiment théoriquement plus spécifique du grêle, mais qui est un dosage difficile. Et donc, dans la validité, il s'était un peu remis en question. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas une absolue certitude à 100% en tant cas actuellement. Et puis alors, il y a la LBP, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, elle, par contre, est un dosage complètement fiable. Et qui là, c'est un marqueur de ce passage de cette endotoxine là, qui se trouve sur la paroi de certaines bactéries, qui est aussi un marqueur du leaky gut. Alors, aussi bien colique, parce qu'à la base, c'est plutôt colique, vu que c'est plutôt lié au microbiote, qu'au niveau du grêle, sauf en cas de SIBO. Donc, on va dire en général, c'est plutôt un marqueur d'une hyperperméabilité colique, tout comme la zonuline serait plutôt un marqueur d'une hyperperméabilité du grêle, si on devait un peu séparer les deux. Si ce n'est qu'en cas de SIBO, on a évidemment des bactéries, une prolifération de bactéries contenant des LPS importantes dans le grêle, et donc ça peut aussi être un marqueur d'une hyperperméabilité du grêle. Ça, ce sont les différents marqueurs. Maintenant, indirectement, un autre marqueur, c'est évidemment de doser les IgG alimentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que si on a beaucoup d'IgG élevés, ben c'est un signe d'une hyperperméabilité plutôt du grêle, dans ce cas-là. Et finalement, un marqueur très très intéressant, ben c'est le microbiote. Parce que c'est pas un marqueur, on va dire, typique de la perméabilité, comme on aurait... Les marqueurs typiques, c'est le test lactitol-mannitol, zonuline, LBP. Qui permet de dire oui, vous avez une perméabilité. Voilà. Mais après, c'est un peu la question, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Quelle est la causalité? Si on dit oui, vous avez une perméabilité, mais est-ce que ça avance beaucoup dans la recherche de solutions? Ça n'avance pas beaucoup. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui crée cette hyperperméabilité. Alors, qu'est-ce qui le crée? L'allergie au gluten, qui m'a testé, une perturbation du microbiote, évidemment, et puis alors un état de stress important. Et donc, effectivement, pour ça, on peut doser, bien entendu, l'allergie au gluten, doser l'analyse du microbiote, et puis doser le profil du cortisol, pour savoir si les gens ne sont pas en hypercorticisme, et de ce fait, favoriserait ce dont je parlais tout à l'heure, au niveau des cytokines inflammatoires. Ouais. Au niveau de la parole. Et au niveau de la production du mucus, la qualité et la quantité, qui a un impact, évidemment, sur la perméabilité. Et quand on fait son microbiote, du coup, qu'est-ce qu'on recherche, ou quels sont un petit peu les grands, je dirais, profils différents qu'on peut avoir, et quel est l'intérêt de les connaître? Il y a deux grands points qu'on recherche. Le premier, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance en bactéries de protection et un excès de bactéries inflammatoires? Ça, c'est évidemment un couple qui va favoriser un leaky gut, très clairement. Oui, qui souvent s'entraînent l'un l'autre. Ben oui, exactement, en plus. Hein, donc et ça, c'est vraiment, s'il n'y a pas assez de bactéries pour protéger la paroi et pour stimuler la production de mucus, et à l'inverse des bactéries qui, elles, vont détruire le mucus, comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure, et des bactéries qui vont atteindre le système immunitaire et créer une hyperinflammation. Donc ça, ce sont tous les éléments pour créer un leaky gut colique. Donc ça, c'est une chose à analyser. Deuxième chose, si on a justement dans le microbiote fécal, on peut savoir si on a un SIBO-H2S ou un SIBO-méthane. Et ça, ce serait évidemment la porte ouverte à un leaky gut du grêle. Et éventuellement colique aussi, les deux.
Et le SIBO, méthane et hydrogène, justement, est-ce à l'époque, on parlait plutôt du breath test? On entend encore beaucoup parler de ça. Il y en a qui disent que c'est vraiment le test pour le faire, que le microbiote n'est pas le test pour voir si on a un SIBO. Est-ce que ça a un peu évolué? Est-ce que ça a son intérêt? Dans quel cas? Alors, le breath test, absolument, a son intérêt. C'est le test de référence pour le SIBO hydrogène. Donc, si on veut... C'est le test respiratoire, c'est ça? Voilà, c'est le fameux test respiratoire. Si on veut évaluer la présence d'un SIBO hydrogène avec certitude, c'est le breath test qu'il faut faire. Pour le SIBO H2S et méthane, le SIBO H2S, déjà, on ne mesure pas l'H2S dans les machines qui existent ici. Pour l'instant, en tout cas, ça va peut-être changer, mais pour l'instant pas. Et pour le SIBO méthane, oui, ça se mesure effectivement. Mais pour le SIBO H2S et méthane, comme je disais, on peut avoir une image tout à fait fiable dans le microbiote. Et donc, effectivement, l'idéal, c'est de faire les deux. C'est-à-dire, si vous faites un breath test, vous avez bien entendu une bonne image du SIBO hydrogène. Et avec l'analyse du microbiote, vous avez, outre les infos sur le SIBO H2S ou méthane, mais vous avez surtout aussi les infos sur est-ce qu'il y a un déficit en bactéries de protection, un excès de bactéries inflammatoires, un excès de bactéries qui détruisent le mucus. Mais ça permet toutes ces infos-là que vous n'avez pas dans le breath test. Tu peux donc agir les deux ensemble, évidemment, c'est l'idéal. C'est ça. Et une question peut-être naïve, mais justement, est-ce que l'hydrogène ne se transforme pas justement en H2S? Bien sûr. Et donc du coup, généralement, si on peut voir qu'il y a un H2S, ça veut pas dire qu'il y a eu un H2 avant. Quel va être l'intérêt en fait de savoir qu'on a un SIBO H2 si le H2 il se transforme en H2S derrière? Alors, s'il se transforme en H2S derrière, ça n'a pas un intérêt énorme, mais c'est pas toujours le cas. Ok, il y a des fois où il ne va pas se transformer. C'est-à-dire que vous avez pas mal de SIBO H2 et puis c'est tout. Maintenant, si effectivement il y a beaucoup de bactéries qui produisent de l'H2S, ces bactéries vont utiliser le H2 produit par les bactéries qui produisent du H2 pour produire l'H2S. Oui, donc pareil, des bactéries qui produisent du méthane vont utiliser l'hydrogène produit par d'autres bactéries qui produisent de l'hydrogène pour produire du méthane. Oui, donc c'est un H2 qui peut accentuer un H2S plutôt qu'un H2 qui se transforme d'office en H2S. Et on constate que quand on traite, on peut traiter parfois des SIBO H2S ou méthane, et puis après on voit un reliquat de SIBO H2. Donc le H2S ou le méthane a disparu, mais il reste encore un excès de bactéries qui produisent de l'hydrogène, mais on a éliminé les autres. Ok. Donc, pour résumer, zonuline, LBP et le premier dont tu avais parlé, lactitol, maltitol, qui permettent qui sont un peu les marqueurs pour dire oui ou non vous avez une perméabilité intestinale, mais qui donnent au final peu de solutions derrière pour agir. Le microbiote qui va vraiment pouvoir voir l'équilibre des bactéries et agir dessus, que ce soit pas assez de protection, trop d'inflammation, trop un SIBO, mais plutôt H2S ou méthane. Et puis le breath test pour aller voir s'il reste du H2 ou sur un SIBO hydrogène, c'est ça. Tout seul. Ouais. Ça, c'est pour la perméabilité. Et alors, dernière question, on me demande aussi la calprotectine. Est-ce que ça a un lien avec... est-ce que c'est un marqueur de la perméabilité ou sinon, non. À quoi il sert? La calprotectine, c'est un marqueur très important qui, heureusement, est rarement positif. La calprotectine, c'est un marqueur de l'état macro-inflammatoire. Donc, ça veut dire que quand on a vraiment un certain degré d'inflammation, il y a une libération de cette protéine par l'intestin qu'on retrouve dans les selles. Et d'ailleurs, les gastro-entérologues suivent les maladies. On est plutôt ici dans des maladies inflammatoires chroniques, genre maladie de Crohn. Et donc, les gastro-entérologues suivent maintenant souvent les maladies inflammatoires intestinales par la calprotectine, ce qui leur permet de diminuer le nombre de colonoscopies nécessaires, en sachant aussi que la colonoscopie, quand on fait des colonoscopies, je dirais, préventives, dans la prévention du cancer du côlon, par exemple, le risque est faible, parce qu'en général, ils font cet examen sur des patients qui ont un côlon qui est en bon état. Quand ils font des colonoscopies chez des patients qui ont un côlon très enflammé, c'est un petit peu plus paniquant comme examen, parce qu'il y a des risques de perforation. Enfin bref, il y a un risque interventionnel qui est plus élevé, et donc raison pour laquelle ils suivent ça par la calprotectine plus facilement. Donc, c'est tout à fait autre chose. C'est vraiment... Enfin, tout à fait. Même si, évidemment, en cas de macro-inflammation, il y a beaucoup de chances qu'on a un leaky gut. Bon, mais
on est à un autre niveau. C'est plutôt la macro-inflammation qui a une dégradation visible physique, quoi. Exact. C'est ça. Enfin, même si la micro, au final, elle est quand même physique, mais c'est juste beaucoup plus petit. Beaucoup moins visible. Ouais. Ok. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on... par quoi est-ce que tu commences quand tu te dis voilà, j'ai des troubles digestifs, où on m'a dit que j'avais un leaky gut, où on m'a dit que j'avais un côlon irritable. Toi, comment est-ce que tu peux faire pour remettre un peu de l'ordre là-dedans et commencer? Bon, il y a le test du microbiote, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux recommander de faire généralement pour démarrer un peu ces recherches, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment? En fait, moi, en général, ce que je fais, c'est que je commence d'abord par lister leurs symptômes, en leur demandant aussi de faire un podium avec ce qui les dérange, de me dire un peu ce que c'est. L'historique, les antécédents, enfin, etc. Et les examiner. Et puis après tout ça, je décide quels examens choisir. Et c'est certain que j'ai personnellement un panel assez classique où je demande le microbiote, je demande les métabolites fongiques. La candidose. Je demande effectivement le panel, un panel simple d'IgG, de 5 IgG, pour avoir quand même une idée. Si je vois que c'est hyper réactif, ça me donnera quand même une idée sur l'hyperperméabilité et éventuellement sur une notion de réactivité spécifique sur une protéine alimentaire. La sérologie cœliaque, si elle n'a pas été demandée, évidemment. La LBP. Et voilà. Ça, ce sont un peu les basics que je recommande. Et derrière, tu arrives à avoir des résultats? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose où, quand on a un leaky gut, est-ce que c'est quelque chose où on est condamné à vie, si je puis dire, avec ce leaky gut? Ou c'est des choses qui s'améliorent? Pas du tout. Justement, c'est raison pour laquelle il faut faire des tests. Parce que le leaky gut, en disant, bon, voilà, vous avez un leaky gut, allez, on va arrêter le gluten et vous donner de la glutamine. Ça, c'est un truc classique. Non, c'est beaucoup plus que ça peut arriver, que ça tombe pile, que ce soit ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, donc, où tu vas arrêter le gluten, tu vas te sentir mieux, mais au final, voilà, ça ne résout rien derrière. Exactement. Donc, l'idée est vraiment et comme je vous dis, avec ce panel, comme je te dis, avec ce panel d'analyse, avec l'expérience, ça me permet quand même d'avoir une très bonne idée de la situation et de savoir ce qu'il faut attaquer. Est-ce qu'il faut attaquer le microbiote? Est-ce qu'il y a des évictions alimentaires à faire ou non? Est-ce qu'on va plutôt travailler la paroi colique ou la paroi du grêle? Voilà quoi. Ouais, mais c'est rééquilibrable, quoi. Ah oui, évidemment. Combien de temps? Est-ce qu'il va plutôt travailler le stress aussi? Ouais. Je voulais en parler. C'est important. Ouais. Et c'est rééquilibrable en combien de temps? Parce que parfois on entend oui, le microbiote ça bouge d'un jour à l'autre, et parfois j'entends des personnes qui me disent ça et d'autres personnes qui me disent oui, le microbiote de toute façon on l'a. C'est vrai, il y a une grosse partie qu'on acquiert dès notre naissance. Alors les deux sont faux. Okay. C'est-à-dire que le microbiote, ça bouge d'un jour à l'autre, ça c'est complètement faux, sinon ça ne servirait à rien de faire l'analyse. Donc on a fait des études là-dessus, c'était publié. Donc on constate qu'un microbiote, ça a une certaine stabilité. Ça va avoir plus ou moins sa forme adulte après l'âge de 3 ans, même s'il y a encore des petites variations à l'adolescence, etc. Mais enfin bref, ça sa forme adulte à ce moment-là. Et il est vrai qu'on a un microbiote qui va être assez stable. Pour le déstabiliser, on est obligé de le perturber à répétition. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un prend une antibiothérapie avec un antibiotique qui détruit bien le microbiote, style augmentin ou un truc comme ça. Eh bien, on va doser le microbiote après l'antibiothérapie. On va voir que c'est complètement perturbé par rapport au microbiote avant l'antibiothérapie. Mais par contre, si on attend 2 mois et qu'on redose le microbiote, on va retrouver le microbiote antérieur. Et donc, on constate qu'il va falloir soit plusieurs antibiothérapies, soit des cures de cortisone à répétition, soit une alimentation très déséquilibrée pendant un certain temps. Enfin bref, voilà, il faut des éléments
qui force à ce moment-là le microbiote de retrouver un nouvel état, entre guillemets, d'équilibre, ou plutôt de déséquilibre. Et c'est celui-là, à ce moment-là, sur lequel on tombe quand on fait l'analyse. C'est des gens qui viennent vous voir parce que ça fait un moment que ça ne va pas. Et qu'ils aient fait leur microbiote le lundi, le samedi ou le vendredi, ça ne change absolument rien, ce sera le même. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question, oui, mais alors il n'y a pas moyen de le changer. Si, il y a moyen de le changer. Et il y a moyen de le changer, mais il est évident que pour retrouver un autre état d'équilibre, ça ne va pas se passer en quelques semaines ou en quelques mois. Il va falloir effectivement mettre en place des changements alimentaires avec des cures, que ce soit des cobiotiques, des prébiotiques, des probiotiques, enfin bref, ou même des phases d'antibiotiques au départ, des antibiotiques spécifiques pour ce genre de problème, comme la rifaximine par exemple. Oui, ou naturel. Voilà, ou naturel. Oui, comme la berbérine, l'origan, etc. Eh bien, il va falloir faire tout un travail pendant plusieurs mois pour rééquilibrer ça. Même si tu peux déjà te sentir mieux rapidement, enfin plus rapidement qu'un an, voilà, ça va peut-être mettre un an pour le remettre. Tu peux te sentir mieux très vite, Tu peux te sentir mieux en quelques jours, même avec certains types de traitements. Mais le problème, c'est que si on ne va pas sur un équilibrage profond, on va se sentir mieux rapidement, mais on va quelques mois ou quelques semaines après l'arrêt du traitement, on va de nouveau se sentir pas bien. Rééquilibrage profond qui ne veut pas dire non plus prendre tous les compléments alimentaires tous les jours pendant un an non plus. Non, c'est des phases de on-off. Exactement, des pulses thérapiques, on dit, des phases de répétition. Ouais. C'est ça. Ok, mais je pense qu'on a fait pas mal de tours. Ça donne aussi de l'espoir pour les personnes qui ne trouvent pas vraiment de réponse depuis longtemps, qui ont l'un. Parce que moi, j'ai souvent aussi cette impression que les gens se disent voilà, j'ai un leaky gut ou j'ai une perméabilité ou j'ai l'intestin poreux ou l'intestin perméable. C'est comme ça, je suis comme ça et donc je vis en fonction, quoi. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est important parce que c'est complètement faux. Donc, il y a absolument moyen de modifier ça. Et tout comme il peut être complètement faux de s'imaginer qu'on a ça ou ça alors qu'on ne sait même pas vraiment ce qu'on a. Comme tu disais, ça peut être une candidose, ça peut être il y a différentes possibilités, il faut faire les tests pour savoir ce qu'on a, quoi. Absolument. C'est comme dire qu'on a ses artères bouchées alors qu'on n'a pas fait de coronarographie. Je veux dire, il faut... Enfin, pas que là on le sent, aussi. Mais bon, de la même manière, il faut faire le test pour savoir ce qu'il en est, quoi. C'est certain. Super. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci à celles et ceux qui nous écoutent parfois depuis le début. Vous allez voir, là, ça fait combien de temps maintenant ? 1 an et demi qu'on a lancé cette chaîne YouTube et vous êtes de plus en plus à nous suivre. Pas encore assez d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker l'épisode, partager cet épisode avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui pourraient être intéressées par son contenu. Et je vous dis à la semaine prochaine.